Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre capsule en compagnie de M. Jean-Jacques Nantel. Alors, sans plus tarder, M. Nantel, bonsoir. Bonsoir, remercie à vous de m'inviter. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'économie, de décroissance et de pénurie de main-d'œuvre. Alors le titre, on est en décroissance, pas en pénurie de main-d'œuvre. Alors expliquez-nous ce titre et qu'est-ce que vous allez nous parler ce soir. Ben, je voulais vous expliquer le titre parce que en fait, ça recouvre. Moi, je trouve que le titre est très bon, mais c'est seulement un élément de la vidéo. Écoutez, les gens disent aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre au Québec pour faire entrer 140 000 immigrants dans l'année. C'est pas ça qui se passe. C'est ça dont je vais parler dans la présente vidéo. C'est que le monde entier, les environnements sont en train de décroissance. C'est généralisé, c'est très, très bien documenté. Il n'y a presque plus personne qui doute de ça. Si les environnements sont en décroissance, ça veut dire que par effet naturel, les populations partout se sont mis à décroître. Ils n'ont pas commencé à décroître, c'est les enfants qui ont commencé à décroître, qui ont commencé à disparaître. Et la natalité partout est passée sous le seuil, un peu partout est passée sous le seuil de remplacement de génération. Ce qui fait que les baby boomers, nous on a été la civilisation occidentale était la première à connaître cette dénatalité. Alors le baby boom a passé, puis là il prend sa retraite. Les gens ont pris leur retraite et donc il y a des emplois qui sont libérés. Donc ils disent, allons-y, faisons rentrer 140 000 immigrants cette année au Québec pour remplir mais les emplois que les immigrants viennent occuper, ce sont des emplois qui ont été maintenus en vie par des subventions. C'est des entreprises zombies dans une grande proportion. Alors c'est des emplois qui auraient dû disparaître, mais le gouvernement les a laissés survivre, ce qui fait qu'ils sont obligés de faire venir des gens pour les occuper. Mais dès que le gouvernement va arrêter de les aider, ces entreprises-là vont faire faillite. De plus, on a la décroissance de l'environnement sur lequel repose la population. La population a commencé à baisser par un réflexe naturel. Et vous avez des emplois qui, eux, n'ont pas encore disparu. Mais quand ces employés vont disparaître à cause des dettes que les compagnies, les gouvernements ont, ben, automatiquement, vous allez avoir une baisse de l'emploi, parce que ces compagnies vont disparaître. Et vous allez également avoir une baisse drastique de la valeur des pensions. Ce qui fait qu'une grande partie des travailleurs qui ont pris leur retraite à l'avance, en se disant, par exemple, que les immigrants leur payaient leur retraite, ce qu'ils ne feront pas. Alors, quand les pensions vont s'effondrer, ben, beaucoup de gens, comme aux États-Unis, c'est déjà commencé, les jeunes retraités en santé vont retourner sur le marché du travail. Et là, vous n'aurez plus de pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous allez avoir une diminution des environnements qu'on ne peut pas empêcher. C'est commencé depuis trop longtemps. C'est trop tard. Vous avez une diminution de la population qui est dans les chiffres, partout en Asie, dans les pays arabes, en Occident, en Russie. C'est partout, l'Amérique latine, partout. Il reste seulement que l'Afrique qui continue de faire un surplus de jeunes. Et l'Afrique est un continent assisté. Ce qui fait que la décroissance de nos économies dans le monde entier va suivre automatiquement. Et moi, je dis que ça va arrêter l'immigration parce que tout le monde va garder ses enfants pour faire vivre chacun des pays. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous avez fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, M. Nantel, hein, et je les présente ici à l'écran, là, qui fait le tour de ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Donc, j'invite les auditeurs là, à consulter vos vidéos pour en connaître davantage sur les sujets que vous traitez déjà depuis plusieurs années sur votre chaîne YouTube. Voilà, j'ai fait une vingtaine de vidéos qui traitent des différents sujets. Évidemment, il y en a certaines qui datent un peu. Là, ça fait 5-6 ans que j'ai fait ça. Là. Les dernières, c'est il y a 2 ans ou 3 ans. Alors, ça parle de tout ça, mais ça ne change rien. Hein. C'est la même crise. Moi, je ne parlais pas d'une petite crisette, là, ou la crise de 2008. Je parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Puis là, tout le monde commence à en parler, ça va être beaucoup plus sérieux, les taux d'endettement, les problèmes environnementaux. Bon, alors, dans ces vidéos-là, vous avez l'ensemble de tout ce que j'avais à dire. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler des solutions. J'en ai parlé également dans les 20 vidéos, vous avez bien qu'à les consulter. Moi, d'habitude, je mets ces 20 vidéos-là dans la description de la vidéo quand moi, je la mets sur YouTube. Alors, les gens peuvent aller, il y a les codes, ils peuvent le trouver. Bon, écoutez, dans la dernière vidéo YouTube qu'on a faite, nous autres,
ça s'appelait « La crise commence partout en même temps ». En même temps, oui. J'ai parlé des solutions à court terme pour les individus. À la fin de la vidéo, j'ai parlé des... Bon, cette fois-ci, j'aimerais parler des solutions à moyen et à long terme. Évidemment, c'est pour les individus, mais c'est surtout pour les sociétés. Parce qu'il y en a des solutions. Alors, essentiellement, j'en ai parlé il y a quelques minutes, de nos jours, si vous mettez l'image numéro 2. Oui. 2 petites secondes, je vais juste... j'ai un petit problème. Essentiellement, c'est l'ensemble, numéro 2. Pas ça, voilà, numéro 2. C'est ça. Alors, c'est pas grave, on commence, ça va bien aller. Alors, vous avez la Terre devant vous. Eh bien, de nos jours, c'est 100% de l'atmosphère terrestre, y compris aux pôles. Ça a une influence sur les pôles, les glaces polaires. C'est l'ensemble de l'atmosphère qui est polluée et qui est en réchauffement. Alors, c'est pas quelque chose de côté, c'est la totalité de la planète qui est affectée. Vous avez également, c'est l'ensemble des océans qui sont pollués et qui sont surexploités par l'humanité. Et c'est l'ensemble des 5 continents qui sont exploités au maximum, qui ont été pollués et qui sont occupés. Tout ce qu'on pouvait prendre, on l'a pris. Alors ça, c'est la seule terre qu'on a et tout est actuellement touché. Ce qui fait que c'est pas un rêve, c'est pas un tour, c'est pas une imagination des écologistes. La planète est vraiment malade, les environnements sont vraiment en train de s'effondrer, de s'écrouler, les espèces disparaissent. C'est véritable, il y a tellement de documentation là-dessus que plus personne ne sans doute qu'il y a un problème au niveau de l'environnement terrestre. Or, la pollution produite par l'être humain, par le monde industriel, elle augmente à un taux exponentiel pendant que les environnements s'effondrent à un taux exponentiel. Alors évidemment, il y a un problème. Dans le passé, on avait des environnements naturels qui étaient vastes et robustes. Il y en avait partout, c'était beaucoup de forêts. On parle par exemple au 19e siècle, 18e siècle même. Et il y avait 1 ou 2 milliards d'êtres humains. Mais ce qui a toujours été vrai, c'est que l'économie humaine, l'agriculture, les villes, les débuts de villes, les industries, le monde industriel, repose sur les environnements naturels qui absorbent toute la pollution, les déchets qui sont produits par les êtres humains avec leur économie. Et les cultures humaines reposent sur l'économie. C'est parce qu'on est riche en Occident qu'on a des cultures aussi productives. On peut payer des chanteurs, des poètes, des gens qui font ce qu'on fait, parce qu'on repose sur une économie riche qui elle-même repose sur l'environnement. Et c'est par-dessus tout ça que vous avez les classes supérieures qui vivent en ville, très, très loin des environnements naturels. Alors, quand les environnements naturels s'effondrent, eh bien, c'est toute la pyramide qui est au-dessus qui s'effondre. Alors, vous avez le monde industriel qui est en croissance exponentielle, puis qui continue de croître. Et là, on est de 6 à 8, on est 8 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que notre économie industrielle continue de croître parce que il y a 2 milliards de riches, puis vous avez 6 milliards de pauvres qui veulent s'enrichir. Puis c'est la principale raison pour laquelle la crise dont je parle est inévitable, c'est que personne accepte de baisser son niveau de vie de moitié ou de 60%. C'est non, 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 les gens attendent en espérant que ça ne se produira pas. Ils préfèrent que ça ne se produira pas. Alors, de nos jours, ce sont les environnements qui décident. C'est plus l'être humain. À l'époque où c'était les êtres humains qui ne souciaient pas, Karl Marx, il parlait des problèmes des êtres humains. Les économistes aujourd'hui, quand ils parlent de croissance, ils parlent de ce qu'on fait entre nous, ils ne parlent pas des environnements. Ils ne sont pas habitués de penser comme ça. Alors, c'est toute la culture, c'était les idées qui menaient le monde. Alors, par exemple, le communisme, l'islamisme, bon, tout ce qu'on peut imaginer, capitalisme, etc. C'était les êtres humains qui décidaient. On va faire ci, on va faire ça, on va changer les frontières. Bon. De nos jours, c'est les environnements qui vont décider. Plus un pays va avoir des environnements abîmés, plus sa population va diminuer rapidement parce qu'elle n'arrivera pas à se nourrir. Et ça, c'est pas un rêve, comme je dis, là. C'est vraiment, désormais, ça va être les environnements qui vont décider. Le problème, c'est que les êtres humains, je viens de le dire, ils préfèrent ne pas vivre la crise. Ils disent, ben non, ça ne me tente pas de vivre ça. Donc, ça n'arrivera pas. Ça, c'est rêvé, là. Ça ne marche pas comme ça, la vie. On est-tu là-dedans en ce moment, M. Nantel? C'est le commencement. En fait, la vérité, je l'ai déjà dit, la crise a commencé il y a 10 000 ans, quand on a inventé l'agriculture. Parce qu'on a commencé à détruire les environnements, mais l'agriculture fonctionnait comme les environnements sur un mode cyclique. Alors, ça paraissait pas trop, on coupait des forêts,
des millions d'espèces probablement ont disparu sans qu'on s'en rende compte parce que personne ne s'occupait de ça. Mais c'est au moment du monde industriel où là, il y a eu un boom. Le monde industriel, c'est pas cyclique, c'est linéaire. Ça augmente tout le temps. Ça monte vers le plafond entre les environnements à cause des déchets, trop grande quantité. Les environnements s'effondrent. Alors, c'est là que le problème c'est vraiment créé. Mais nos gouvernants, nous, la population, tout le monde, surtout les pauvres du tiers-monde, ils préfèrent ne pas vivre la crise. Ils disent, ben non, c'est tellement plus drôle quand on pouvait tous avoir une voiture, aller faire des voyages à Cancun, puis en Europe, puis c'était si facile. La croissance va reprendre, puis tout va bien marcher. Ça, c'est rêvé dans le passé. Là, on a passé toute une série de pics par exemple, ce qu'on appelle le pic de Uber pour les matières premières. C'est-à-dire quoi que vous fassiez, la production des matières premières arrête d'augmenter puis commence à diminuer. Alors là, on l'a pour le pétrole. C'est arrivé vers, ça varie de 2007 à 2018, mais c'est là que ça s'est produit. Et aujourd'hui, on produit moins de pétrole qu'on en produisait en 2007. Bon. Et quoi qu'on fasse. Et les gouvernements ne font rien, notamment dans le monde démocratique, parce que la démocratie, c'est des choses à court terme. Alors, eux, ils préfèrent pas parler de ça. Ils disent, ben non, on va parler de la croissance, on va reprendre. C'est ça, quand vous entendez dans les nouvelles, ils parlent tant de croissance, de croissance, de croissance. Or, on est rentré dans une époque de décroissance. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est ça la raison du titre. Alors, les gouvernements, eux, tout ce qu'ils veulent se faire élire en démocratie. Puis les principaux pays du monde, les pays les plus riches, sont des démocraties. Alors, ils règlent pas les problèmes, ils les pellent devant eux. Alors, en se disant, ben, on réglera ça, le prochain qui prendra le pouvoir dans 5 ans, il fera, puis tout le monde, ben, à un moment donné, ça devient une montagne, puis là, on peut plus régler ça. Alors, essentiellement, la croissance est devenue impossible à cause des limites environnementales. Puis ce dont rêvent nos dirigeants, ils se disent, on va régler le problème de la dette. Tous les problèmes, on va les régler avec la croissance. Or, la croissance est plus possible aujourd'hui. Les environnements sont plus capables de le prendre. Il y a une deuxième façon principale de régler la crise de l'endettement puis tous les problèmes qu'on a, c'est avec l'inflation. L'inflation, c'est assez facile à comprendre. D'abord pour la croissance. Si vous avez une dette qui est d'1 milliard de dollars, puis votre économie est à 1 milliard de dollars, ben là, c'est égal. Vous avez une grosse dette parce que c'est 100% du PIB. Et si votre PIB augmente à 2 milliards, vous avez une dette ben là, la dette est rendue à 50%. Puis si votre PIB augmente à 4 milliards, puis votre dette est encore à 1 milliard, ben là, c'est 25% de votre production. Fait que vous vous débarrassez de la dette avec la croissance. C'est ce qu'ils ont fait pendant des siècles, mais peut-être même pendant des millénaires. Avec l'inflation, c'est le même principe. Une dette, c'est de l'argent que vous devez à quelqu'un. Si vous faites de l'inflation, puis vous imprimez de l'argent, puis que la dette reste stable, en imprimant de l'argent, vous payez la dette. Vous avez 1 milliard de dette, 2 milliards d'impression, bien, la dette tombe à 50%, 4 milliards, elle tombe à 25%. C'est le même principe. Vous pouvez faire de l'inflation, mais quand vous faites de la croissance, c'est l'environnement essentiellement qui est à la base, qui vous fournit, qui permet à l'industrie de produire du pétrole, tout ce que vous voulez, faire fonctionner. Vous payez grâce à la croissance, c'est-à-dire vous augmentez la quantité de gens disponibles, la quantité de travailleurs, la quantité de biens, puis vous payez votre dette. Si vous faites de l'inflation, c'est pas ça qui se passe. Il y a quelqu'un qui paie, c'est le petit. C'est-à-dire que celui qui a, surtout les rentiers ou ceux qui ont des salaires fixes, ben, c'est le même principe. Vous avez 1000 pièces de dette, vous avez 1000 pièces de revenus. C'est ça. Si il y a de l'inflation, votre salaire baisse. Ce que vous pouvez acheter avec votre salaire a baissé de moitié. Alors, l'inflation, ça paye la dette, mais c'est vous qui payez, vous perdez en pouvoir d'achat. Il n'y a pas de Père Noël là-dedans. Là. L'environnement n'est plus là. Notre Père Noël, à l'époque, c'était les environnements. Les environnements ne peuvent plus le faire. Alors, vous avez, il y a un gars qui s'appelait Alfred de Vigny, qui a écrit dans un très beau poème, « La nature t'attend dans un silence austère. » Alors, c'est précisément ça. La nature a dit, je suis plus capable, c'est plus possible. Puis, une des raisons pour laquelle on a déménagé nos usines dans un pays presque pas pollué comme la Chine, c'est parce que c'était polluant.
On a gardé les usines les moins polluantes, notamment tout ce qui était intellectuel, là, la création, ces choses-là, la finance. Mais ce qui était de la grosse industrie polluante, là, qui sort des gros tuyaux là, qui crachent. Ah oui, ah oui. Ça, c'est en Chine. Ils sont en train de détruire le pays. J'ai vécu là-bas. Là. Il n'y avait pas de COVID, puis il y avait 5% des gens qui marchaient avec des masques à Shanghai. À cause de la qualité de l'air, hein? À cause de la qualité de l'air. Il y a des jours où ils interdisent la circulation à Beijing parce que l'air est irrespirable. Alors, c'est vraiment grave. Et la Chine, là, de façon intéressante, sa population baisse à une vitesse folle, puis le gouvernement est incapable de contrôler ça. Parce que c'est une réaction naturelle, la dénatalité, quand vous êtes urbanisé. Ils se sont tous urbanisés en disant on va devenir riches. Mais là, tous les problèmes du monde développé vont leur arriver en plein visage d'ici 10-15 ans, quand tous ces gens-là vont prendre leur retraite. Alors, il y a toutes sortes de problèmes. Dans le cas de l'Occident, il y a le problème de la décadence qui complique les choses. Quand vous êtes un peuple dominant, que vous êtes riche pendant 2 siècles et demi, comme a été dans le cas de l'Occident, ça a toujours été même avec les rois. Les rois, c'était très décadent. Ils ne travaillaient pas, ils volaient les gens, en tout cas, toutes sortes de prétentieux, mais ils s'amusaient puis ils laissaient pas de... par exemple, les 3 principales dynasties qui se sont succédées en France depuis le 10e siècle sont mortes quand les Capétiens, il y avait 3 fils, pardon. Les 3 n'ont pas laissé un descendant mâle. Alors, les Capétiens direct sont tombés. Vous avez eu les Valois. À la fin des Valois, il y avait 4 fils, la dernière famille. Les 4 sont morts sans laisser de descendants mâles. Puis la dernière dynastie, c'était les Bourbons. Et ils étaient 4 ou 5. Puis personne n'a laissé de descendants. En tout cas, c'est là que ça a fini la royauté. Alors, les riches les nobles étaient décadents parce qu'ils étaient très riches. Quand on est riche très, très longtemps, ce qui se passe, c'est que les gens veulent profiter de la vie, puis ils se débarrassent de toutes les institutions, toutes les valeurs de leurs ancêtres qui étaient des valeurs de production. Pas faire de dépenses, pas faire de dettes, travailler fort, respecter le voisin, avoir des enfants, etc. Alors, les décadents, ce qu'ils font, c'est qu'ils inversent les valeurs. Ils vous présentent le bien comme le mal, puis le mal comme le bien, pour justifier le fait qu'ils font exactement l'inverse de ce que tous leurs ancêtres ont fait. Puis nos dirigeants actuellement en Occident, ils font exactement l'inverse. Ils regardent, là, nos ancêtres faisaient ça, donc c'est mal. Donc, il faut faire l'inverse. Puis là, on se retrouve dans un monde de fous où on ne comprend plus rien. Alors, ça, c'est un des problèmes de l'Occident. Il y a eu un appauvrissement massif par gaspillage, parce que les 2 caractéristiques principales de la décadence, c'est la destruction accélérée de richesse et l'inversion des valeurs. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les baby boomers qui ont pris le pouvoir avec Bill Clinton aux États-Unis, c'est eux qui ont eu toute leur vie, ils ont eu tous les investissements que papa et maman ont fait. Il y avait toujours de l'argent. Quand c'était pas papa et maman, ben, on demandait au gouvernement, puis on demandait à la ville, à l'État, au gouvernement central, etc. Alors, ces gens-là dépensent, et pour pouvoir dépenser au maximum, donner des bonbons à tout le monde, se faire élire au bout de 5 ans ou 4 ans. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne réparent pas les infrastructures, par exemple. Ce que nos ancêtres faisaient dans le temps de la Nouvelle-France, devant chaque ferme, les gens étaient obligés de tenir la route en ordre. Alors, la route était une succession de fermes, puis il y avait même des barrières de péage. Krieghoff a fait des toiles là-dessus, où les gens, il y avait une barrière, ils arrêtaient, ils étaient obligés de payer le fermier, parce que le fermier avait entretenu la route. Alors, il y avait des péages tout le long, puis les gens s'arrangeaient pour passer la nuit pour ne pas payer, en tout cas. C'est des trucs humains habituels. Alors, quand les gouvernements se mettent à dépenser en fou pour se faire élire, ben, ils négligent tout ce qui est long terme. C'est de la démocratie, ça. On pense à court terme. Alors, la COVID, ils ont dépensé comme des fous sans se soucier. On verra plus tard, on verra. La croissance va tout régler. Ben, c'est fini la croissance. Alors, les problèmes se multiplient. Ça, c'est le cas de l'Occident. Alors, ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour... c'est ça. Tout ce qui... Quand les gouvernements donnent de l'argent comme ça, tout ce qui est maintenu en vie par des subventions, ça ne peut pas survivre. C'est pas viable. Alors, les langues sont en train de disparaître, les langues autochtones, par exemple, ou le breton en France, ou le provençal, ou toutes ces langues-là là, qui sont maintenues artificiellement à coup de subvention, ben, ils vont disparaître dès que vous enlevez les subventions.
Fait que quand les gouvernements arrêtent de gaspiller, ça disparaît. La natalité maintenue à coup de subvention, ça marche pas. Ça marche un peu. Oui, ça marche, mais c'est jamais, vous revenez jamais à 2,1. Ça baisse, puis le monde vit à 1,5, 1,4, ça dépend des pays. Mais vous mettez de l'argent, ça augmente un peu. Les Suédois disent que c'est une montagne russe. Quand le gouvernement aide la natalité, ça monte, puis après ça redescend. Alors, il faut aider à nouveau, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Parce que c'est antinaturel. La dénatalité, c'est quelque chose c'est un phénomène naturel qui vient par l'urbanisation, par le développement, par l'enrichissement, par l'éducation des femmes. Alors, le résultat, c'est que c'est un résultat de la richesse. Les entreprises zombies, j'en parlais tantôt, s'il y a beaucoup d'emplois, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement en Occident, c'est parce que les gouvernements ont aidé les petites entreprises qui étaient en train de crever à survivre pendant la COVID. On se retrouve avec plein d'emplois qui sont pas occupés, puis qui ne seront pas occupés non plus quand l'entreprise va faire faillite. L'entreprise va simplement disparaître. Il y a également un autre phénomène. Comme ils ont inversé les valeurs en Occident, les élites ont trahi. Ils font l'inverse de ce que tous leurs ancêtres ont fait. Alors, ils considèrent que, par exemple, aux États-Unis, ils ont enlevé la police dans une foule de quartiers pauvres. Alors, qui paie quand la police n'est pas là? Évidemment que c'est les pauvres. Évidemment que c'est eux qui souffrent. Parce que c'est eux. Les riches, eux autres, sont dans des villes, ils appellent ça gated city. C'est des villes protégées par des murs, avec des policiers qui se promènent dedans. Alors, il n'y a pas trop de cambriolage, pas trop de meurtres. Mais ceux qui en subissent les conséquences, c'est les pauvres quand vous enlevez la police. Ils considèrent, nos dirigeants, que les populations natives, populations de leur propre peuple, comme ils sont blancs, c'est des coupables. Ils n'ont pas blanche, donc automatiquement, ils sont coupables. Et ils ne méritent pas de protection des droits de l'homme. C'est toutes les autres minorités, tout ce qui n'est pas eux, qu'il faut défendre avec les droits de l'homme, avec des passe-droits. Ils font l'inverse de ce que tout le monde a fait depuis que le monde est monde, c'est-à-dire servir ses enfants avant le voisin avant l'étranger, les êtres humains avant les autres espèces. Alors, ça devient un monde de fous, on ne s'y retrouve plus. Alors, pour vous donner un exemple, ils ont empêché, c'est Biden, il a enlevé le mur de Trump. Trump, il a essayé d'arrêter, en passant, il ne pouvait pas l'arrêter, l'immigration, parce que les Américains en ont besoin, mais il a enlevé le mur de Trump pour faire l'inverse de ce que Trump faisait. Mais Trump, il dit, il faut contrôler la drogue, il faut contrôler les étrangers, il faut contrôler les frontières. On s'est battu pour ça pendant des millénaires, des millions d'années, peut-être des milliards. On défend nos frontières, mais en passant, il y a des frontières partout dans la vie. Hein. Et là, non, pour faire l'inverse de Trump, ils préfèrent payer les entrepreneurs qui ont signé des contrats pour ne pas construire le mur, pour faire l'inverse de Trump. C'est ça, ils inversent carrément les valeurs, puis là, puis personne ne se retrouve. Alors, il y a des migrants en Hollande aujourd'hui. La Hollande avait trop de migrants. Ils les ont installés sur un cruiser, un bateau de croisière. C'était un bateau 5 étoiles avec des buffets où les gens vont se servir. Là, les gars, ils téléphonent, c'est des pauvres qui donnent du tiers-monde. Hey, t'as-tu vu ce qu'ils nous donnent? On est mieux que les Hollandais dans un bateau de croisière avec un casino. Bon, c'est de la folie furieuse. Évidemment, ça coûte les yeux de la tête et ça ne peut pas durer. De plus, toute la question des migrants. Sur la planète, il y a 20 à 30 millions de migrants, mais il y a 6 milliards de pauvres. Alors, ça aide absolument pas, ça règle pas le problème quand vous faites venir des gens comme ça qui sont pas contre. Puis, de ça, vous avez tendance à avoir c'est ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup de marchands de drogue, puis de toutes sortes de problèmes que ça crée dans les villes. Alors, c'est le problème de l'Occident, la décadence. Mais comme la décroissance s'en vient, c'est une crise de décroissance qui va durer très longtemps. Comme j'ai déjà dit, il faut que la décroissance de la population terrestre et surtout de notre pollution passe sous le niveau où les environnements qui vont rester vont être capables de l'absorber. Ça veut dire une très, très bonne... C'est pas moi qui va décider, là. C'est ce qui va arriver. On a perdu le contrôle. On a laissé la nature prendre le dessus. Le gâchis actuel dans lequel on vit, c'est pas une météorite qui est tombée sur Terre, c'est les êtres humains qui en sont responsables. C'est les êtres humains qui ont fait ça. Alors, c'est le résultat de millions de petites décisions faciles et à court terme pour se débarrasser du problème dans l'avenir. Les autres générations paiera, les fonds de pension de plus en plus généreux. En Californie, le Caltech,
California, en tout cas, c'est le fonds de pension des employés de l'État en Californie. Il y a des gens qui font plus d'argent à la retraite qu'ils en faisaient quand ils travaillaient. Ah ben oui, mais les prochaines générations vont payer, ben, puis les immigrants vont payer. Ben, les immigrants ne paient pas, puis les prochaines générations ne veulent pas payer, puis ça ne marchera pas. Alors évidemment, ça va sauter avec avec l'inflation et l'hyperinflation. Avant, dans le passé, un problème se présentait à la fois. Il y avait une famine en Éthiopie, on réglait le problème. Il y avait une guerre en Israël, on réglait le problème. Les Américains faisaient ça, entre autres. Il y avait une guerre entre les Tamouls et les Sri Lankais, bon, on intervenait, bon, on réglait un problème à la fois. Mais de nos jours, c'est tout en même temps. Puis là, ça en est partout. Ça. Il y a même des guerres qui se produisent en Afrique dont on n'entend pas parler. Par exemple, il y a des guerres entre le Tigré et l'Éthiopie. En Éthiopie, personne n'a entendu parler de ça. Ils se massacrent, puis pas un peu. On est tellement préoccupé par l'Ukraine, puis par l'inflation, puis par l'élection de Macron, puis de Trudeau, qu'ils n'en parlent même pas dans les nouvelles. Alors, ce qui arrive, c'est que quand vous avez autant de problèmes qui se présentent en même temps, ça, c'est l'environnement qui se venge. C'est l'environnement qui se met à agir, puis qui crée des famines un peu partout dans le monde, des mauvaises récoltes, des inondations, des incendies, des révoltes de la population. Puis quand l'Ukraine, les bombes qui explosent, là, ça détruit l'environnement, ça. Puis c'est un pays agricole qui exporte beaucoup de nourriture. Alors, c'est tous des problèmes. Quand les êtres humains agissent, ils détruisent l'environnement qui après se venge. Alors là, l'environnement est en train de prendre le contrôle et d'aplomb. Alors, toutes les énergies qui ont été accumulées par l'être humain au cours des derniers siècles, par exemple, les bombes atomiques sont répandues. Là, on sait qu'il y a 9 pays, c'est certain, qui ont la bombe atomique, puis peut-être 10, peut-être 1 ou 2 autres. On verra pour l'Iran, là, ça s'en vient. Bon, alors ça, c'est un problème gigantesque. S'ils se mettent tout le monde à faire des bombes puis que ça tombe dans les mains de terroristes. Il y a quelqu'un qui a dit, je crains quelqu'un qui a une bombe atomique, pas celui qui en a 1000. Un gars comme Poutine, il n'a pas peur de ça, il a 1000 bombes, il les utilisera pas, il se suiciderait s'il faisait ça. Ah, mais celui qui en a une, c'est-à-dire un terroriste, un capoté, c'est drôlement dangereux. Alors, présentement, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous voyez autour de moi, là, tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qu'il y a autour de tous les gens qui nous écoutent, 99% vont se retrouver dans des décharges, dans des dépotoirs dans un siècle, d'ici un siècle. Alors, ça va tout détruire l'environnement, puis l'environnement, évidemment, va se venger. Vous avez toutes les voitures, tous les objets qu'on a qui rouillent ou qui pourrissent. Quand un objet rouille ou pourrit, c'est parce qu'il reste encore de l'énergie dedans. Du sable, ça pourrit pas, puis ça pourrit pas, puis ça rouille pas. C'est fini, il n'y a plus d'énergie dedans. Les coquillages, c'est fini, il n'y a plus d'énergie là-dedans. Mais tout ce qui est pourrissable, c'est des choses qui sont en train l'environnement les attaque pour les détruire, pour réparer. Bon. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on a produites, ça va. En Chine, on a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour construire, bon, il y en a qui disent 45, d'autres qui disent 65 millions d'appartements qui ont été construits, vendus, achetés, pas occupés. C'est tout du fer qui est en train de rouiller. Bon, vous avez beaucoup de personnes âgées un peu partout sur la planète, puis qu'il va falloir faire vivre avec des pensions. Là, ça, c'est un autre problème qui s'accumule, puis les prochaines générations vont s'en occuper. Oui, ils vont s'en occuper, oui. C'est ça, ils vont s'en occuper. Ils vont couper les retraites. Alors, pour que les gens travaillent jusqu'à ce que le citron soit pressé. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que les personnes âgées doivent travailler pour gagner leur vie s'ils n'ont pas d'enfants pour les faire vivre. Bon. Une chose importante, c'est que des choses qu'on pense que c'est l'être humain qui décide, j'en ai déjà parlé, comme la dénatalité, la décadence, la guerre, les révolutions, l'inflation, ce sont des mécanismes d'origine naturelle. C'est-à-dire que l'inflation, oui, c'est décidé par les êtres humains, mais en réaction à ce qui se passe autour. C'est ça qu'on fait actuellement. Chose intéressante, les Japonais, il y a quelques mois, et là, les Anglais qui viennent de le faire, c'est qu'ils ont dit, il y a un mois ou deux, on va régler l'inflation, on va monter le taux d'intérêt. Parce que là, il faut absolument régler l'inflation. Puis là, il y a un problème avec leurs fonds de pension. On dit, hey, si on continue comme ça, les fonds de pension vont se vider parce qu'ils sont remplis de bons puis d'actions qui sont à la bourse.
Alors, si la bourse s'effondre, les fonds de pension vont se vider, les vieux auront plus leur pension. Ils vont encore avoir leur pension, mais ça ne vaudra presque plus rien, parce que l'inflation en Grande-Bretagne est au-delà de 10%. Alors, ils ont dit non, OK, on arrête tout de suite l'attaque contre l'inflation, on va recommencer à donner de l'argent à tout le monde, parce que sans ça, tout va sauter. Alors, ça n'a pas duré longtemps, leur idée de contrôler l'inflation en montant un taux d'intérêt. Boum! Puis ça, tous les autres pays vont suivre, parce que c'est un problème de fond. Donc, on ne règle pas le problème, M. Nantel, c'est ça. Si on n'est pas capable d'hausser le taux d'intérêt, puis on continue à donner de l'argent, c'est qu'on est en train de creuser le trou encore plus profondément quand on va tomber dedans. Ben, c'est que l'inflation, si vous montez pas les taux d'intérêt, l'inflation va monter. On est pogné des deux bords. On est pogné des deux bords. Fait que là, on est rendu à un point tournant. Ah oui. Il y a trop de personnes âgées pour le nombre de travaillants. Parce que les gens, ben, ils se sont amusés pendant leur vie. Ils ont eu 1, 2 enfants, ça fait 1,5 au Québec, c'est pas assez. C'est comme ça mondialement. Vous avez toutes les décharges, puis enfin, tous les problèmes dont j'ai parlé dans mes 20 vidéos, là, ils commencent à nous sauter à la gorge. Là. Une chose importante, la bourse, c'est un thermomètre artificiel créé par l'être humain de l'économie. C'est un thermomètre qui est présentement faussé par des algorithmes. Les gens, ils se disent, ben oui, mais il y a des algorithmes, puis la bourse n'arrête pas de monter ou elle tarde à s'effondrer. C'est parce qu'il y a des algorithmes artificiels. 80% des échanges à la bourse sont faits par des algorithmes qui sont évidemment faits pour faire de l'argent. Alors, ça joue un rôle important dans le fait que la bourse ne s'effondre plus. C'est plus un bon thermomètre. Alors, il y a toutes sortes de folies, par exemple. Et quand il y a un crash boursier, c'est tout simplement parce que les gens réagissent au fait que l'économie fonctionne plus, que la bourse fonctionne plus, puis là, ben, tout le monde jette ses actions sur le parquet pour que ça soit vendu, puis là, ben, les actions s'effondrent. Il faut juste réaliser que on n'est pas si puissant que ça, finalement, pour ce qui est de la bourse. Il n'y a pas personne qui contrôle ça. Maintenant, il y a des fausses solutions qui ont été envisagées pour régler nos problèmes. Évidemment, c'est les anciennes solutions quand les environnements étaient sains. Par exemple, les gens disent ils vont inventer des technologies puis ils vont régler le problème. D'abord, une chose importante, c'est qu'on n'a plus l'argent pour faire les recherches scientifiques. Ça coûte les yeux de la tête, puis on a tellement de problèmes que ça prendrait des milliers de milliards de dollars pour faire les recherches. Charles de Gaulle, il disait, les chercheurs, on en trouve. Les trouveurs, on en cherche. C'est difficile de faire une percée dans une technologie. Puis de plus, ça se fait ordinairement par hasard. Alors, l'idée qu'on va pouvoir régler tous les problèmes par la technologie, c'est penser, on a un problème là, pour la pollution des terres, ben on va mettre 3-4 scientifiques, on trouve une solution. Non, c'est très difficile de trouver des solutions. Alors, c'est illusoire, là. Surtout qu'on n'a pas les capitaux, on n'a pas l'argent pour lancer toutes ces recherches-là. Puis on n'a surtout pas les jeunes, ça prend des jeunes cerveaux pour être chercheurs. On n'en a plus parce que les gens n'ont pas fait assez d'enfants. L'idée de faire venir des immigrants pour relancer l'économie ou pour payer les pensions, je l'ai dit, c'est complètement, ils sont pas adaptés, ils parlent pas la langue, connaissent pas, on en a parlé dans la dernière vidéo. Les gens sont pas employables, ils surchargent les systèmes sociaux, ils créent souvent des problèmes de sécurité. Pensez à la Suède, par exemple, qui vient de réagir assez brutalement là-dessus. Depuis, une autre affaire, c'est que les gens pensent que l'argent pour un migrant, ça vient du pays d'origine. Non, ça vient du pays de destination. C'est sa famille dans le pays de destination, le Québec ou la France ou la Suède, qui envoie de l'argent dans le tiers-monde, qui fait venir ses frères et sœurs ou ses cousins. C'est comme ça que ça fonctionne, l'immigration. Si les pays, c'est ça qui va nous arriver bientôt, si les pays européens, occidentaux, le monde entier rentrent en grosse crise de décroissance, ben là, il n'y en a plus d'argent qui part pour le tiers-monde faire dans le monde. Et les réfugiés ne vont jamais très loin. Depuis, ils traversent la frontière pour sauver leur vie, puis ils vont crever. Ça, c'est la situation normale. Ils vont crever dans des camps de réfugiés à quelques kilomètres de la frontière parce qu'ils sont déjà épuisés, ils sont déjà faibles. Alors, quand vous avez des centaines de millions de réfugiés, pensez qu'ils vont traverser le monde, il va venir où l'argent? Depuis, quand ils arrivent dans le pays, surtout des pays nordiques, il n'y a pas d'emploi pour les natifs. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Pendant la crise de 29, il y avait des gens qui se promenaient avec des pancartes. Je suis prêt à travailler pour de la nourriture. Alors, évidemment que les gens ne viennent plus. L'immigration s'arrête, comme c'est arrivé en Amérique du Nord entre 1929 et 1945.
Un autre, donc ça ne marche pas l'immigration. L'immigration, ça fonctionne bien quand vous avez des petites quantités d'immigrants par année. Là, vous pouvez les absorber parce que vous créez des emplois qui se libèrent, ça va. Mais si vous recevez, par exemple, au Québec, 2 millions d'immigrants en une année, ben non, ça ne marchera pas. On ne pourra pas les absorber. Ça va faire effondrer l'économie. C'est pas possible. Alors, il faut juste réaliser que c'est un phénomène qui est croissant comme aux États-Unis. Ils faisaient rentrer des immigrants. Ben oui, le pays était vaste, il était vide. Mais dès que le pays a été plein, en 1922, ils ont commencé à mettre des coupures. Là, on va en prendre moins. Puis là, petit à petit, ça a diminué. Puis là, ben, il y a eu un gros, dans les 30 dernières années, une grosse poussée, ce qui fait qu'aux États-Unis, ben là, ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes de migrants qui couchent dans les rues, puis dans des tentes, puis bon, etc. Autant des migrants que des natifs. Une autre solution que prennent nos gouvernements présentement, c'est de faire mentir les médias. Elle dit, ben non, dites-le pas à la population. Dites pas que tel groupe fait des crimes, parce que ça pourrait la choquer, ça pourrait déclencher, alors on va mentir. Là, tout le monde s'entend, non, faut pas dire ça, c'est pas, faut pas. En passant, il s'est passé quelque chose dans les 2 derniers jours. PayPal, qui est censé remplacer un peu les banques pour échanger, ils ont écrit par erreur, ils disent que c'est une erreur. Mais comment ça fait qu'ils l'ont écrit? Ils ont écrit, s'il y a des gens qui disent des choses qui sont de la misinformation, on va leur prendre 2500 $ sur leur compte PayPal pour les punir, parce que vous n'avez pas le droit. Eux autres, ils ont été touchés par le doigt de Dieu. Ils ont la vérité infuse et ils l'imposent aux gens qui leur passent leur argent pour faire des échanges. 2500 $. Puis ils vont prendre ça sur votre compte PayPal. Fait que là, PayPal, quand ils ont compris, ils ont baissé de 6% aujourd'hui à cause de ça. Ça va continuer les prochains jours parce qu'il y a plein de gens qui retirent leur argent. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette de mes informations? C'est quoi ça? Parce que je dis, par exemple, que Didier Raoult, c'est pas un charlatan. Ça, c'est de la mésinformation. C'est ça. Fait que là, vous allez me prendre 2500 $ sur mon compte, puis il va aller où, le 2500? Ils vont faire comme Trudeau, qui a volé l'argent des gens qui aidaient les camionneurs qui faisaient une manifestation légale. C'est des problèmes, ça. Alors là, alors ça devient complètement fou à un moment donné. Et on peut plus se fier aux médias, on peut plus se fier aux banques. Moi, je l'ai dit souvent aux gens, sortez votre argent des banques. Ils ont passé une loi pour permettre aux banques de prendre votre argent dans vos comptes, puis vous donner un beau papier, puis ils vont garder l'argent. Les gens ne savent pas que quand ils passent l'argent, quand ils mettent de l'argent dans une banque, ils passent l'argent à la banque. L'argent appartient à la banque tant qu'il reste dans la banque. Si vous ne sortez pas votre argent des banques, la loi a passé dans tous les pays occidentaux, un peu partout dans le monde, ils vont prendre votre argent. Vous êtes avertis, restez comme ça. Et vous êtes mieux d'avoir votre argent, d'autant plus notre argent est en plastique, vous êtes mieux d'avoir votre argent enterré quelque part que de le laisser dans une banque présentement parce qu'il y a une crise qui commence. Avec les taux d'intérêt qui sont très bas, là, quand on laisse notre argent là, c'est pas difficile, le choix n'est pas difficile en ce moment. Oui. Non, ça vous coûte rien d'enlever votre argent des banques parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Quoique les taux d'intérêt commencent à monter. Mais toute la question de faire mentir les médias, les gouvernements le font systématiquement. Puis là, c'est rendu que PayPal le fait. Puis évidemment, ben, les banques commencent à penser à le faire. Mais là, c'est quoi cette histoire-là? Vous arrivez à la banque, vous n'avez pas voir votre argent. Vous avez écrit un article sur Facebook où vous disiez que, je sais pas moi, les vaccins ne marchent pas. Vous avez écrit un article, on vous a enlevé, on gardait votre 10 000. On décidait ça, nous autres, on a la vérité infuse, on vous attaque. Vous réalisez ce que ça va faire de révolution. Bon. Alors, il y a un autre système, c'est imprimer de l'argent. Ça, c'est si vous imprimez de l'argent, vous créez de l'inflation. Puis quand vous créez de l'inflation, tout le monde le voit. Vous êtes avec le même 100 $, vous achetez moins de nourriture que c'est précisément ça qui est arrivé. Regardez ce qu'ils faisaient en Allemagne pendant la République de Weimar. Les enfants faisaient des maisons avec des liasses de billets. Les gens allaient acheter un pain avec une brouette pleine de billets parce que l'inflation a pas... Alors, quelqu'un qui prenait sa retraite avec 100 000 $ par année, l'équivalent, 100 000 $ de pouvoir d'achat avant la crise, au bout de 2 ans, il n'y avait plus rien. Sa pension, il recevait sa pension, mais ça valait 25 cents. Alors, l'inflation, là, c'est comme de la pâte à dents. C'est facile de faire sortir du tube. Très difficile de le remettre dans le tube. Et quand l'inflation part, c'est ça qui est commencé, là, tout est emporté. Parce que tout est, il n'y a plus de garde-fou. Alors, comme je l'ai dit,
L'inflation, ça sert à payer les dettes, mais ce sont les pauvres qui payent en perte de pouvoir d'achat. Alors ça, c'est extrêmement... Puis tous les rentiers, tous les pensionnés sont ruinés. L'inflation, ça fait baisser, ça fait augmenter les prix de tout et ça fait baisser la valeur de tous les salaires, de toutes les rentes, de toutes les pensions. Alors, c'est une catastrophe pour les plus petits. Quand le taux d'intérêt remonte pour essayer d'éliminer l'inflation, ben, il faut que vous payiez votre hypothèque avec, c'est plus 3 d'intérêt, c'est 10, 20, 30 ça a été 22 je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je pense que c'était en 82, ça a monté à 22 au Canada. Alors, 22 si ça dure, là, ça n'a pas duré longtemps, mais si ça dure des années, ben, vous mettez 2008. 2008, les taux d'intérêt de base ont monté à 5,4 quelque chose comme ça. Puis les gens, bien évidemment, ils étaient obligés de payer 7-8 là, pour leur hypothèque. Ben, ils jetaient leur maison, puis ça a déclenché une crise économique. Alors, c'est extrêmement... Ça ne marche pas. Quand vous imprimez de l'argent, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui va payer. Le Père Noël n'existe pas. C'est étonnant que des adultes le croient, que le Père Noël existe, mais il n'existe pas, le Père Noël. Un autre truc qu'on entend parfois, on va effacer les dettes. Si vous effacez les dettes, il y a quelqu'un qui perd son argent, quelqu'un qui a passé cet argent-là. Et ces gens-là, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont fait des économies. Vous leur enlevez ce qui sert à relancer l'économie. Alors, vous déclenchez une perte gigantesque d'argent. Alors, ça ne peut pas être fait. Ça donne le contraire, ça accélère. Quand on efface les dettes, ça accélère la crise parce que là, il n'y a plus de capital. Le capital a disparu. Il l'a fait disparaître en éliminant les dettes. Ça ne marche pas ça non plus. Il y a un vieux truc qu'ils utilisaient à l'époque où les environnements étaient très sains, c'était de faire la guerre. Ah, ben c'est simple, il y a une guerre, comment on a sorti de la crise grâce à la guerre de 1900 on appelle ça, non? 1939-45. Et non, là, vous êtes rendu c'est la numéro 10, ça, c'est la bombe atomique, ça, c'est numéro 10, 9, 10, c'est ça. Il y a un gars qui s'appelle Gaston Boutoul, qui a écrit un des meilleurs livres que j'ai lus, qui s'appelle Le phénomène guerre, dans lequel il explique que la guerre, ça sert à faire tuer le surplus de jeunes hommes en chômage. Et les jeunes hommes en chômage que vous faites tuer, à l'époque, c'était les pourvoyeurs de familles, de futures familles qui n'existaient pas parce que le gars était mort. Alors, vous faisiez... Puis le gars, il explique tout le phénomène à travers l'histoire. C'est vraiment passionnant. La guerre, c'est un système d'élimination du surplus de population. Vous encouragez, comme Hitler le faisait, Mussolini encourage les gens à faire beaucoup, beaucoup de bébés, on va être forts. C'est ce qu'ils font encore dans une foule de pays. Ils s'imaginent qu'en étant plus nombreux, ils vont être plus forts. Ils n'ont pas compris qu'ils détruisaient leur pays. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils encouragent les gens à faire beaucoup d'enfants, puis après, ben, ils déclenchent une guerre. Puis là, ben, vous faites tuer le surplus. Alors, dans son livre, Gaston Boutoul, Le phénomène guerre, il dit... Il proposait le désarmement démographique. Il dit, si tout le monde arrêtait de faire plus que 2,1 enfants par femme, il dit, ça serait la population stable, puis il n'y aurait plus de raison de se battre. On le voit en Russie, puis en Ukraine. Les jeunes, là, ils ne veulent pas aller se faire tuer. Il y en a un paquet qui disait que c'est des folies, si on ne veut pas se faire tuer, si vous me tuez, vous tuez ma famille, je suis le seul descendant. Bon. Alors, c'est un énorme problème. La guerre, c'était une soupape de sécurité pour les surplus de population. Ça a toujours été ça. Ben aujourd'hui, si vous faites une guerre comme ça, ben là, le fait. Alors, si vous faites ça aujourd'hui, c'est les environnements vont s'effondrer, c'est ce que j'ai dit. En Ukraine, là, ils bombardent des villes, ils détruisent l'environnement en faisant ça. Puis de nos jours, on a la bombe atomique. Alors, si vous voulez remettre comme vous voulez, là, c'était la photo numéro 8. Mais en tout cas. Eh oui, on n'a même plus cette option-là de la guerre qui ferait repartir à nouveau. On l'a vécu pendant les 2 grandes guerres. Les Américains sont arrivés en sauveurs et ont pu relancer leur économie. Mais là, il n'y a plus moyen. Le système Wall Street est sur le bord de la faillite. La Citibank, la même chose. Et c'est surtout les environnements. Vous savez, les environnements, j'en ai parlé l'autre jour, les environnements autour de Verdun, là, toute la zone où ils se sont battus à la Première Guerre mondiale, c'est plus utilisable, ça, pour faire de la nourriture. Parce que des métaux lourds dans la terre. Bon. Alors, si vous faites des bombes atomiques, ben, ça fait comme là, vous allez détruire la planète entière, mais c'est les environnements. Si vous enlevez le système de support des environnements naturels,
l'économie s'effondre, la culture s'effondre, l'humanité s'effondre, parce que tout ça, ça repose sur l'environnement. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1945, il y avait qu'un milliard de riches. Ben, moins d'1 milliard, en fait, c'était 500 000, même moins. Avec l'épidémie, la peste est partout en Amérique du Nord, présentement. Mais elle ne nous affecte pas parce qu'on est bien nourris. Quand vous avez une guerre qui est suivie par une famine, les gens sont tellement faibles que toutes les maladies qu'on contrôle, parce qu'on a un bon système immunitaire, on a un bon système de santé, ben là, c'est des épidémies qui partent. Alors, c'est pas que je parle pas du COVID, là, je parle des vraies épidémies comme la peste, la fièvre jaune, ça a tout été des maladies difficiles à vaincre, ça, là. Bon, ça, c'est les 3 sœurs. Ça, vous avez ça quand vous avez la guerre. Aujourd'hui, nos armes sont devenues tellement puissantes que je parle pas rien des bombes atomiques, là, je parle des bombes chimiques. Les gaz qu'ils utilisaient à la Première Guerre mondiale, ils ont pas utilisé à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'Hitler avait été gazé à 2 reprises à la Première Guerre mondiale. Alors, ils n'ont pas utilisé les vraies armes qu'ils avaient en leur possession. Mais les épidémies, c'est ce qui tue le plus de monde. Et c'est produit par les guerres. Maintenant, là, j'ai parlé des fausses solutions. Il existe, par contre, des solutions, c'est ça, des solutions à court, à moyen et à long terme pour les gouvernements si, des solutions qu'évidemment les gouvernements actuels ne veulent pas utiliser parce qu'ils n'y croient pas. Ils préfèrent ne pas vivre la crise. Alors, mais il y a des solutions. Alors, la première condition, c'est d'accepter la réalité de la crise et la réalité le besoin de faire de la décroissance. La décroissance, c'est quelque chose qui commence, qui va durer. Elle va être faite de façon volontaire, ce dont je le doute passablement, ou de façon involontaire, c'est-à-dire dirigée par les environnements. Les gens vont se battre dans des guerres parce qu'ils vont... Vous savez que les révolutions, c'est presque toutes les révolutions qu'on connaît ont été lancées après des années de mauvaise récolte. C'est également vrai en 1837, dans le cas de la révolte des Patriotes, manquait de terre. Alors, c'est très important, la nourriture, et la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution de 1905 en Russie, c'était à la suite de mauvaises récoltes. Les gens sont entrés en colère, puis évidemment, ils ont balayé, ils ont essayé, ou ils ont réussi à balayer les classes supérieures. Alors, dans le cas les différents continents, ce qu'il faut comprendre, si vous allez à l'image 11, c'est ça. L'image 11, la raison pour laquelle l'Europe est riche et surpeuplée et qu'elle s'appauvrit, c'est parce que dans le passé, les Européens, ils avaient envahi le monde, il y avait une petite population, puis ils ont retiré toutes les matières premières, tout ce qu'ils pouvaient du monde entier, puis ils ont concentré ça en Europe. Alors, c'est l'Europe qui a explosé très rapidement, suivi évidemment des Amériques, avec la population qui venait d'Europe. Alors, la population en Europe a explosé parce que la richesse rentrait, mais l'Europe n'a pas de matières premières, elle n'a presque pas de pétrole, elle n'a presque pas. Alors, l'Europe, c'est un continent qui est surpeuplé et qui va s'appauvrir rapidement parce que il y a pas de ressources. Les ressources, les matières premières, il n'y a pas d'énergie, il y en a déjà, il n'y a pas de pétrole ou de gaz, très peu. Ils ont peu de jeunes pour relancer tout le système. Alors, le dépeuplement de l'Europe est à peu près inévitable. Les 3 Amériques ont été consommées de nos jours. Il y a un gars qui a dit ce qu'a fait l'humanité depuis 4 siècles, c'est rien d'autre que de consommer un continent neuf. C'est pas faux. Et un des signaux de ça, c'est qu'aux États-Unis, il y a entre 2 et 4 millions de clandestins qui rentrent par la frontière sud, ils viennent d'Amérique latine. Alors, c'est un mouvement d'un continent entier vers la dernière partie des Amériques qui est encore relativement riche. Alors, les 3 Amériques, désormais, sont consommées et la richesse va se mettre à baisser, c'est inévitable, surtout s'il n'y a pas de contrôle aux frontières. Alors, les États-Unis s'appauvrissent rapidement. Il y a des villes de clochards qui sont entourées de poubelles puis de rats, enfin des trucs incroyables. Les classes moyennes sont en train de disparaître. Il y a toutes sortes de problèmes sociaux hors contrôle, une dette, le déclin des États-Unis, c'est généralisé. Et les États-Unis sont également... si vous mettez l'image numéro 12, on voit très, très clairement que regardez les taux de gens, c'est des Latinos, qui rentrent par le sud des États-Unis. Alors, c'est très, très clair dans le cas-là. Là. Puis, ils viennent dans le sud des États-Unis. Puis après, ils s'éparpillent un peu dans le continent, mais ils préfèrent rester dans la partie
qui appartenait déjà au au Mexique en 1845, quand les Américains ont volé la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Alors, c'est ça. L'Asie maintenant. L'Asie, elle est surpeuplée et elle est polluée à fond de nos jours par l'industrialisation massive des derniers 20-30 ans. Comme j'ai dit, nous, on a passé des lois environnementales, les usines les plus polluantes sont parties en Chine, en Thaïlande, partout, qui sont en train de tout détruire là-bas. Puis quand ils vont être aussi pollués que nous, avec les mêmes problèmes et les mêmes lois, ben là, tout va s'égaliser. Mais ça ne s'égalisera pas dans la richesse, ça va s'égaliser dans la pollution et dans la pauvreté, parce que c'est... Bon, maintenant, on peut parler d'un autre continent, l'Afrique. L'Afrique, c'est le seul continent qui continue de produire un gros surplus d'enfants. La population augmente rapidement. Il y a même des projections qui disent qu'ils vont atteindre 4 milliards en 2100. C'est comme Justin Trudeau qui dit que le Canada va atteindre 100 millions d'habitants. C'est impossible, on rentre en décroissance. Alors, l'Afrique est un continent assisté qui dépend beaucoup de l'Occident pour faire les recherches pour sauver les enfants, contre les maladies. Quand il y a là, présentement, il y a une famine dans toute la région nord-est de l'Afrique, là, Éthiopie, Somalie, Sud-Soudan, entre toute cette région-là, sont en gros problème de famine, l'Éthiopie, et ils ont besoin de l'aide de l'Occident. Ben, l'Occident ne pourra pas les aider parce que l'Occident a déjà ses propres problèmes. Problèmes d'inondation, de tornades, de cyclones, enfin, de tout ce qu'on voit dans les nouvelles. Alors, l'Afrique, elle est loin de tout. Elle est isolée du reste du monde. C'est d'ailleurs la raison de son retard culturel centenaire. C'est que l'Afrique, c'est un continent surélevé. C'est un plateau au centre. Et les grands fleuves qui permettent de contacter le reste du monde ben, sont limités par des cataractes. C'est le cas du Zaïre, du fleuve Zaïre au Congo. C'est le cas du Nil au Soudan. C'est le cas dans le sud de l'Afrique. Alors, ça a toujours nuit à l'entrée des idées nouvelles puis à la sortie des produits ou de la population d'Afrique. Alors, l'Afrique est loin de tout. Elle est surtout les pays enclavés qui sont à l'intérieur du continent, sont très mal reliés aux côtes par des routes. Alors, dès que le monde entier ne peut plus aider l'Afrique, ils vont s'effondrer au niveau démographique et dans des guerres, des épidémies, enfin. C'est parce que c'est un continent assisté. Quand il faut aller aider, je sais travailler dans ce domaine-là, quand on veut aller aider une famine en Afrique, il ne faut pas seulement envoyer le grain. Sans ça, il va pourrir sur les ports. Il faut envoyer les camions, envoyer le pétrole. Parce que souvent, les routes sont impraticables à cause de la saison de la mousson, etc. Alors, il y a toutes sortes de problèmes qui font que l'Afrique, c'est difficile de l'aider et on a de moins en moins de moyens pour le faire. Alors, comme vous voyez, tous les problèmes qu'on a présentement sur la planète, c'est des problèmes qui augmentent alors que nos ressources diminuent. On a de moins en moins de pétrole, de moins en moins de richesses, de plus en plus de dettes. Alors, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez le cas du Québec. Ça, c'est ce que j'en ai parlé un peu partout. Dans le passé, dans le temps de Séraphin, les Québécois produisaient à peu près presque 100% de ce qu'ils mangeaient. C'était comme ça produit au Québec. Aujourd'hui, dans les années 70, c'était encore, dans le temps de Jean Garon comme ministre de l'Agriculture, c'était 70% de ce qu'on mangeait au Québec qui venait du Québec. Aujourd'hui, c'est 30% parce que notre agriculture est devenue une agriculture de grande production tournée vers le monde. On produit toutes sortes de choses, du porc, du maïs, en tout cas de la viande, etc., puis c'est exporté. Les produits du fleuve, on oublie ça souvent. On vend nos produits du fleuve à l'extérieur des fruits de mer qui viennent du fleuve Saint-Laurent, qu'on ne connaît même pas l'existence. C'est ça. Alors, le Québec, j'en ai souvent parlé dans toutes les vidéos que j'ai faites sur l'indépendance du Québec. Le Québec, toute la question de faire venir des immigrants pour remplacer les Québécois qui prennent leur retraite, ben, ça ne marchera pas parce que la loi démographique de base au Québec, c'est l'émigration. Tout le monde est parti, tous ceux qui sont venus ici depuis 260 ans ont fini par repartir parce que le Québec, c'est une des provinces les plus pauvres du Canada. C'est nous qui avons le moins d'argent, 4 000 $ de moins dans nos poches, chaque Québécois par année par rapport aux Canadiens anglais des autres provinces, Canadiens moyens des autres provinces. 4 000. Famille de 4 personnes, ça fait 16 000 $ par année.
par année. Bon. Alors, comme le Québec, à cause on est dominé par le Canada anglais, enfin, tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, le Québec est plus pauvre à cause de sa situation politique, à cause de sa situation, le climat. Le climat coûte très cher, puis c'est désagréable de vivre dans un... Nous, on est habitués, on s'en fout un peu, mais ceux qui arrivent ici et qui passent 10 mois avec des manteaux, ils ne trouvent pas ça drôle. Ils n'aiment pas ça. Ils viennent parce que c'est riche. Puis il y a également le fait qu'il y a 2 langues compliquées à apprendre. Alors, tout ça fait qu'au Québec, c'est un cas typique que quand ils font venir 140 000 immigrants en 2022, un record de tous les temps, ben c'est un phénomène qui est typique d'une société qui est en train de revirer, qui est à un point tournant. Quand les dirigeants font face à un gros problème, ils ont tendance à refaire encore plus, avec encore plus d'intensité, ce qui a créé le problème. Einstein, il disait, la folie, c'est de refaire le même problème en espérant, de réutiliser la même solution qui ne marche pas en espérant de nouveaux résultats, des résultats différents. Ça, c'est complètement fou. Et c'est exactement ça. Alors, c'est le genre de choses qui ne peuvent pas se produire. Alors, la solution à tout ça, c'est que, j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est de laisser la population baisser, d'accepter la décroissance, de laisser baisser la population, ce qui est un phénomène naturel qui s'étend à la planète entière désormais parce que les environnements ne peuvent plus nous supporter. Ils en ont plein les souliers, les environnements. Alors, il faut laisser baisser la population. Il faut évidemment aider les familles, mais ça, c'est comme on le peut. Attends, c'est ça. Ah oui, il faut fermer les emplois et les usines qui n'arrivent pas à trouver d'employés. Envoyer les usines dans les pays où ils ont un surplus de jeunes qui ont besoin d'usines. Ça se fait naturellement, c'est un phénomène naturel, mais on doit l'aider. Alors, quand ils disent on cherche à embaucher et on ne trouve pas personne, ben ferme-la ton entreprise. Ferme-la ton entreprise, puis déménage-la à Haïti ou en Éthiopie ou là où ils en ont besoin. Et pour accompagner ça, il faut que le gouvernement accepte de diminuer la taille du gouvernement, diminuer les budgets. Ça se fait par attrition. Alors, chaque année, on dit, ben, c'est quoi qu'on a comme réserve? On ne fait pas de dette, on n'augmente pas de déficit, puis on baisse le niveau du gouvernement en même temps que la population et que l'économie, jusqu'au jour où on va passer sous le seuil où les environnements naturels vont pouvoir absorber toute notre pollution. C'est ça la solution à long terme. Et c'est ça qu'on le veuille ou non, c'est ça qui va arriver. Maintenant, les gouvernements n'ont pas l'air d'être prêts à le faire, alors ça va se faire de façon plutôt anarchique et pénible. Ah oui, quand vous faites ce que je viens de dire, ben, ce qui se passe, c'est que si vous diminuez les budgets de l'État, puis là, ben, ce qui va arriver, c'est que les personnes âgées qui vont perdre leur pension parce qu'il n'y a personne pour les payer, ça prend des jeunes payer les pensions. Moi, j'ai répété, il y a une de mes vidéos, des 20 vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'explique aux gens que le fonds de pension, je parle avec les gens de ma famille, ça les met en colère. Ça les met en colère. Je leur dis, écoute, ton fonds de pension dans lequel tu étais content de verser de l'argent pour payer ta retraite avec l'argent pris sur ton salaire pour ta retraite, j'ai dit, c'est un mensonge, c'est une tromperie. C'est les gouvernements qui vous ont menti, c'est un impôt camouflé. L'argent que les gens paient sur leur salaire dans leur fonds de pension, c'est un fonds de pension qui n'est pas juste à eux, qui est à tous les gens qui font la même chose qu'eux. Et c'est payé, le fonds de pension est rempli par les jeunes qui travaillent, puis le jour même où l'argent est rentré dans le fonds, ils prennent l'argent du fonds puis ils le donnent aux retraités qui travaillaient pour la même entreprise ou pour le même gouvernement. Alors, c'est un transfert des jeunes travailleurs vers les plus vieux travailleurs. Maintenant, les gens disent, ben oui, mais le fonds de pension augmentait beaucoup parce que nos ancêtres ont fait beaucoup d'enfants. Nous, les baby boomers, on n'en a pas fait. Alors, il n'y a pas de jeunes devant. Alors, ce que je dis aux gens, quand ils refusent de comprendre ça, ils ont pris ça sur mon salaire, c'était écrit, c'est une promesse. Oui, c'est une promesse, c'est un mensonge. Alors, je leur donne l'exemple de mon grand-père qui a payé, il se vantait de ça, il était comptable diplômé de l'Université de Chicago. Il disait, moi, j'ai payé 2,93 $ dans mes fonds de pension parce qu'ils ont ouvert les fonds de pension, je pense, c'est 2 semaines avant qu'il prenne sa retraite. Alors, il a mis 2,93 $ dans son fonds de pension. Puis, dès la première année, il recevait 70 $ ou 55 $, je ne me souviens plus,
55 $ par mois. Il a mis 2,93 $. Puis comme il était comptable, il avait calculé que ça y avait rapporté, je ne me souviens plus du chiffre, là, ça y avait rapporté 150 000 $. Le 2,93 $, qu'il avait mis dans son fonds de pension, pris sur son argent, dans son salaire pour payer sa pension puis sa retraite. Est-ce qu'on peut me dire d'où est venu le 150 000 $ que mon grand-père a dépensé parce qu'il est mort à 97 ans? À partir de 2,93 $, puis la première semaine, il a reçu 50 $ pour 2 $. Bon, ça venait de tous ses enfants. Il y avait 6 enfants qui travaillaient, il y avait une vingtaine de 22 petits-enfants, en tout cas. Bon, fait qu'on payait tout, on mettait de l'argent dans notre fonds de pension. Deuxième question auquel les gens doivent répondre. Les enfants qui naissent aujourd'hui, pendant 60 ans, ils vont mettre 50 ans, ils vont mettre de l'argent avec leur argent pris sur leur salaire dans leur fonds de pension pour payer leur retraite. Ils vont mettre de l'argent dans ces fonds-là, des fonds, pas leurs fonds, des fonds communs. Puis quand ils vont prendre leur retraite, ils vont dire, ben non, il n'y a pas de jeunes pour payer, fait que vous n'avez rien. Vous avez payé toute votre vie, 10, 15% de votre salaire, mais il n'y a pas d'argent. Il est passé où l'argent? Il est passé où l'argent? Il est où le gros fonds qui gonflait là, dans les années 70? Ben oui, c'est parce que il y avait beaucoup d'enfants avant qui remplissaient les fonds de pension qui grossissaient. Puis maintenant qu'il n'y a plus d'enfants, les fonds de pension diminuent. Ils vont augmenter les ponctions sur les jeunes qui travaillent. Quand ils vont prendre leur retraite, ils vont dire plus d'argent. Continuez de travailler jusqu'à 80 ans, jusqu'à ce que vous creviez, je ne sais pas quoi. Bon. C'est toujours les jeunes qui font vivre les vieux à la retraite. Les jeunes travailleurs qui font vivre les vieux qui ont pris la retraite. C'est comme ça. Les fonds de pension, c'est un mensonge. Les gens, ils ne veulent pas en parler. Hein. J'ai des comptables dans ma famille, ils ne veulent même pas en parler. Non, c'est mon argent, ils ont pris de ma... OK. Si tu veux croire au mensonge, tu verras ce qui arrivera pendant la crise, parce que c'est inévitable que ça va sauter. En passant, ils ne diminueront pas les pensions. Ils vont les tripler, les décupler. 10 fois plus. Ce n'est pas 100 000 $ par année, ils vont recevoir ça 1 million. Mais ça va valoir 5 000. Comme c'est arrivé, comme on l'a vu tantôt, là, des enfants qui faisaient des pyramides avec des billets de banque. Bon. Alors, quand les fonds de pension disparaissent, c'est ça, exactement ce qu'on vient de voir. Alors, quand les fonds de pension disparaissent, les vieux retournent sur le marché du travail, puis là, ben, il y a un gros chômage, puis personne on manque pas d'immigrants. Puis la population diminue, l'économie diminue, puis le gouvernement diminue pour essayer de passer sous le seuil où les environnements vont pouvoir à nouveau supporter l'humanité. Des solutions à moyen terme. Mettez la photo numéro 15. La courbe de population qu'on a. Regardez ça. Ça, c'est même pas linéaire, là. C'est une courbe. Cette courbe-là, là, elle monte, elle crève le plafond, là. On est rendu en 2000, là. Puis là, on est rendu en 2022. Alors, la courbe, là, elle monte. Alors, c'est évident ce qui va arriver avec des environnements qui s'effondrent. Pensez que la population va continuer d'augmenter? Ben non, la population s'effondre. C'est ça qui est commencé. C'est un réflexe normal des êtres humains. Et cette courbe-là était tout à fait évidente depuis des décennies. On savait que les fonds de pension ne fonctionneraient pas, que la population s'effondrait. Mais non, on va rêver, on va trouver une solution, la technologie, tout ça. Bon, ça, c'est du rêve, mais les gens y ont cru. Alors, il y a un effondrement de la démographie qui est partout. Et c'est un effondrement important. On est en train, OK, je vais appeler un gros mot, on est en train de se débarrasser du surplus démographique qu'on a accumulé depuis 10 000 ans. C'est-à-dire que pendant 10 000 ans, surtout dans les 250 dernières années, on a accumulé des jeunes qui faisaient des enfants. À un moment donné, c'est trop. Comme toute espèce qui devient trop nombreuse dans son territoire, ben, il s'est suivi d'un effondrement parce qu'ils n'agissent pas intelligemment. Ils pensent à court terme, comme les êtres humains le font. Il y en a très peu qui sont prêts à penser, surtout à agir à long terme. Alors, tantôt, j'ai montré la photo numéro 16 de Malthus. Vous pouvez la remontrer si vous voulez. Malthus, c'est un autre livre que j'ai trouvé génial. Le gars, il disait, il parlait de l'Angleterre, la quantité de nourriture produite ne monte pas à la même vitesse que la population. Donc, on s'en va vers une catastrophe. Et lui, évidemment, il écrivait ça en 1798. Au moment du début de la révolution industrielle, en Angleterre, c'est là que ça a parti. Alors, ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y avait toutes les technologies qu'on pouvait inventer, dont on a profité, puis évidemment, le reste de la planète à détruire. Là, c'est fini, c'est fait. On peut plus, il n'y en a pas d'autres planètes Terre, il y en a juste une. Puis là, on prend le mur, on attrape le mur. Alors, quand
Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est un Chinois, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'aurais dû faire la recherche. Il dit, quand les gros sont devenus maigres, ça fait longtemps que les maigres sont morts. Alors, le problème, c'est que sur la planète, présentement, on n'a plus de nourriture. On n'a seulement que quelques semaines, quelques mois, je pense que c'est 2 mois, de réserve pour nourrir la population. Si tous les fermiers sur la planète arrêtaient de produire de la nourriture, on a 2 mois, tout le monde meurt. Bon, évidemment, les gens continuent de produire, mais on n'a seulement que 2 mois de réserve. C'est pas grand-chose. Ça prend pas une grosse crise climatique pour que vous ayez des famines, puis on est rendu là. Cette année, là, c'était catastrophique un peu partout. Il y a eu des criquets pèlerins un peu partout en Eurasie, en Afrique aussi, même en Amérique du Sud. Vous avez eu des inondations, le feu, des sécheresses, le feu en Californie, toute la moitié ouest de l'Amérique du Nord a été en sécheresse. Ça n'a pas produit. La France, aujourd'hui, est importatrice, c'est incroyable. Tout le Sahel est en crise de sécheresse. Vous avez des inondations au Pakistan, etc. C'est tout ce dont on parle depuis très longtemps. Alors, les premiers qui meurent quand ça va mal, quand vous avez une famine, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, ben c'est les vieux. Évidemment, les vieux, ils s'approchent de la mort, fait qu'ils sont déjà faibles. On l'a vu pendant la COVID, c'est surtout des personnes âgées qui mouraient. Pas parce que les gens sont méchants, ils sont en fin de vie. Alors, ils sont faibles, ils sont en train de finir, c'est tout. Que la reine d'Angleterre soit morte à 96 ans, c'est un peu couru. Bon, alors il n'y a rien de... Il n'y a pas de quoi pleurer, là. Moi, c'est sûr que c'était quelqu'un de bien. Moi, je n'aimais pas l'institution, mais j'appréciais la femme qui se comportait comme une reine, contrairement à Meghan Markle ou son mari ou Lady Di, les bébés gâtés. Ils souffrent, sont milliardaires. Ils font pitié. Moi, les peines des milliardaires, là, ça me fait beaucoup de peine. En tout cas. Alors, les premiers à mourir, c'est les vieux, les bébés, les fous, tous ceux qui ne sont pas supportés par des familles. Alors, c'est eux qui meurent en premier. Et parce que les vieux sont mal nourris, tous ces gens-là sont mal nourris, sont mal logés, sont mal soignés, alors leur taux de natalité meurt. Ça veut dire que l'espérance de vie moyenne descend. Descend pour les vieux, pour les enfants, pour les malades. Bon. Et ce qui reste, ça on parle de la sélection naturelle, ce qui reste, c'est des gens qui, par hasard, pour des raisons qui sont hors de leur contrôle, résistent mieux à toutes sortes de maladies, à tout. Bon, il en reste toujours un peu, puis d'habitude, il en reste même pas mal, puis on repart. Mais cette fois-ci, ça pourrait être beaucoup plus grave que les autres fois, parce que les environnements sont partout en train de s'effondrer. Depuis, la médecine est de moins en moins productive, les épidémies sont de plus en plus fortes. Les antibiotiques, tous les moyens pour se protéger des maladies, c'est très, très bon pour faire survivre 2 choses. Des maladies fortes, qui passent à travers les vaccins, puis les antibiotiques, puis tout ça, et des êtres humains faibles qui n'ont pas appris à se défendre par eux-mêmes. Alors, quand vous avez des êtres humains faibles qui font face à des maladies de plus en plus fortes, de plus en plus renforcées, ben, vous voyez très bien qu'à un moment donné, si la médecine arrête ses progrès parce qu'on n'a plus d'argent pour la faire progresser, ben, vous allez avoir un effondrement au niveau des épidémies, au niveau, bon. Mais il va toujours rester du monde. Depuis, il y a une autre chose qui se passe quand vous avez des crises comme ça. C'est que les gens, on le vu avec le sida, on le voit avec le sida. Il y a eu des dizaines de millions de morts, mais c'est dispersé. Alors, chaque famille enterre son mort, ou ses morts. Alors, évidemment, ça se fait en ordre dispersé, puis c'est pas évident comme des piles de cadavres là, dans les camps de la mort allemands, là, où les piles de cadavres. Napoléon, il passait à travers les piles de cadavres, je pense que c'est lors de la bataille de Lodi, puis il disait « Oh, c'est pas grave, des piles de cadavres. Oh, c'est pas grave, une nuit de Paris remplacera tout ça. » Bon, c'est un assassin, là, mais il veut dire des piles de cadavres. Là, vous les voyez, mais vous les voyez pas quand c'est dispersé. Alors, les gens vont chacun dans leur coin du cimetière, puis les gens disparaissent petit à petit. Mais les gens meurent vraiment. Et il y a une autre affaire, quand il se passe une crise comme celle dans laquelle on entre, les gens, ils font pas plus d'enfants parce qu'il y a plus de place, ils en font moins. Ils remettent à plus tard les naissances, parce qu'ils disent, ben non, c'est pas le temps pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde se bombarde, on risque de mourir, j'ai faim continuellement, on reporte. De plus, au strict point de vue naturel, ça a été montré dans une foule, par exemple dans les camps de la mort nazis, quand les gens sont mal alimentés, une des premières choses qui s'arrête, c'est le désir sexuel. Le corps, là, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins fort. Et
il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle l'État SS, qui s'appelle Eugène Kogon. Puis il dit, dans les camps de la mort, c'était seulement les capots, puis ceux qui étaient bien nourris, qui allaient voir les putains. Les autres, là, ça les intéressait pas, ils essayaient de survivre. Alors, le corps le fait, psychologiquement, les gens le font, ils n'ont pas le temps de faire des enfants. Le film avec l'Italien, là, il essaie de faire survivre un enfant dans un camp de la mort. Bon, puis parce que les Allemands tuaient les enfants, bien sûr, c'était des inutiles. En tout cas, fait que... Maintenant, pour ce qui est de l'idée qu'on voyage, j'en ai parlé tantôt, les réfugiés, eh bien, quand vous avez une pénurie alimentaire, les gens sont faibles. Il n'y a plus d'argent qui vient des pays riches pour les faire. Alors, les gens, ils se battent entre eux, dans les pays. Le massacre, il se fait quand il y a des guerres civiles, c'est à l'intérieur du pays, puis là, les guerres civiles, c'est parmi les plus meurtrières, parce qu'on se tue entre frères et sœurs, entre voisins, sur les lieux de travail, ben c'est ça, vous l'avez ici. Alors, c'est le foutoir, les gens s'entretuent, puis même au Parlement, vous voyez les parlementaires qui parlementent. Alors, les guerres civiles sont de plus en plus probables quand il y a une crise économique, surtout alimentaire. Les révolutions, souvent Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. Pas partout, évidemment. Comme je disais dans la troisième vidéo de ma série sur la crise ne sera pas partout aussi grave. Il y a des endroits où ça va être une catastrophe, puis d'autres pays où il y a quelqu'un qui a dit l'avantage des riches, c'est de pouvoir assister aux catastrophes du haut d'une terrasse. Vous êtes sur la terrasse, vous prenez votre verre de champagne, puis les gens se massacrent devant vous. Là, enfin, il y a des révolutions qui sont en train de s'assommer à coups de bâton. En tout cas, j'ai trouvé ça assez frappant comme image. Le privilège des riches, c'est d'assister aux révolutions du haut d'une terrasse. En tout cas. Alors, il y a une autre chose qui risque de se produire, c'est que quand vous avez une crise comme celle qui s'en vient, qui a été causée en partie, évidemment, naturellement par les environnements qui s'effondrent, les gens ne sont pas méchants, ils n'ont pas détruit l'environnement pour s'amuser, ils ont détruit l'environnement pour vivre. C'est simplement un phénomène naturel, on est devenus trop nombreux, comme toutes les autres espèces qui sont trop nombreuses, on détruit notre environnement, l'environnement se venge, puis ça s'effondre. C'est inévitable, c'est un phénomène naturel. Et le fait que les gens font plus d'enfants quand il y a une crise alimentaire, c'est également naturel. Le fait qu'ils fassent plus d'enfants à la suite d'une guerre, ça c'est le fantasme de l'après-guerre. Ah ben là, ils reviennent chez eux, ils aiment les femmes, ils font des enfants, ils veulent oublier toute la souffrance. Bon, c'est des phénomènes naturels. L'être humain, et surtout pas les gouvernements, ne dirigent pas vraiment l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont des idées, c'est bon, on est très intelligents, on règle des problèmes un par un, mais l'ensemble du phénomène, ça nous tombe dessus, puis là, c'est le temps, là, c'est là que ça nous tombe dessus. Alors, une des conséquences de ça, c'est que, si vous mettez l'image 17, c'est que quand on pense à court terme, comme les gouvernements actuels, notamment les gouvernements décadents du monde occidental, c'est l'anarchie qui s'installe. Et dans la photo 17 qu'on a montré rapidement tantôt, même dans les parlements, ça se met à chicaner et à se battre à coups de poing, là, veut dire, c'est ce qui se passe. Puis c'est comme ça dans la population. Alors, les gens ne peuvent plus penser à court terme. Alors, celui qui finit par en sortir, c'est celui qui utilise beaucoup de violence, qui prend le contrôle puis qui impose sa façon de voir. L'avantage de ça, c'est l'avantage, on peut dire, il tue ceux qui ne pensent pas comme lui, puis il impose, puis là, il réorganise la société d'une façon à ce que ça survive, au moins à son profit à lui. Je n'ai pas dit au profit de la société. Évidemment, ceux qui sont tous de son côté survivent mieux, mais c'est ordinairement comme ça. Autrement dit, la démocratie est en danger, est en grave danger, va être en grave danger dans les décennies qui viennent. C'est inévitable parce qu'on ne peut plus penser à court terme. Il faut penser à long terme. Alors, c'est pas, je vais envoyer 10 000 aux étudiants pour qu'ils puissent payer leurs dettes comme fait Biden. C'est toutes des folies, ça ne marche plus. Ils ont fait les dettes, il faut qu'ils payent. Ils ne veulent pas le faire. Alors, une chose qui se passe quand vous avez l'anarchie qui s'installe, c'est que vous avez une dictature. Ça, c'est une loi historique qui n'a jamais été démentie. On ne connaît pas d'exemple. L'anarchie s'installe, si elle continue, elle perdure, vous avez une dictature. Le dictateur, comme le grand Napoléon, tous les Français admirent, il a tiré sur la foule à coups de canon. Avec de la canne, il tire, bang, 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 homme, femme, enfant, n'importe qui, tiré dans le tas, il a repris le contrôle de Paris. Simple comme ça. C'est un grand parce qu'il a gagné. Hein. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors, les droits de l'homme, là, il faut dire bye-bye quand un dictateur s'installe. Comme je disais l'autre jour,
c'est très rare qu'un dictateur veuille qu'on rétablisse les droits de l'homme parce qu'il a peur de se faire juger, il va être pendu. Hein. Saddam Hussein a été pendu, Kadhafi, ils l'ont descendu sur un capot de voiture. Hitler s'est suicidé pour pas être traîné en justice. Bon, en tout cas. Alors, il y a également, autrement dit, la démocratie va passer un très, très mauvais quart d'heure un peu partout sur la planète, s'il en reste. Il y a également un autre phénomène. Comme les villes, c'est des trous noirs. C'est là que la richesse de base d'un pays, c'est les enfants, c'est la production agricole, c'est les petites villes industrielles, ceux qui sortent les minerais de la terre, ceux qui coupent le bois. La richesse, elle vient des régions, elle est transformée en produits industriels et consommée dans les villes, puis les villes, c'est des trous noirs. C'est là que s'accumulent les déchets, que sont consommés les produits finis, que les familles meurent. Alors, vous allez avoir inévitablement un conflit entre les villes et les campagnes. Et c'est déjà visible. C'est ça qui est arrivé à la fin de l'Empire romain. Les villes se sont vidées, les gens se sont installés dans les campagnes. Et là, ce que vous avez à ce moment-là, c'est que la dictature, elle impose ses solutions. Bon, maintenant, ça c'est intéressant ce que vous avez là. Dans mon livre que j'ai écrit, mon livre qui s'appelle, c'est la photo 19, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Je parle pas de l'Occident ou de la planète Terre, je parle de l'univers qui est fait comme ça. L'univers, les étoiles, elles s'éteignent. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Puis dans ce livre-là, j'explique que quand ça va très, très mal, quand vous avez une crise comme celle dans laquelle on entre et que ça se met à aller mal partout, pas partout aussi grave, vous avez, la seule façon d'en sortir, c'est de suivre les lois de la géopolitique. Les lois de la géopolitique, là, vous pouvez mettre la vidéo numéro 18, c'est de coller à l'environnement. Il faut que vous colliez à la géographie le plus possible pour produire le maximum de richesse sur un territoire le plus plat possible. Alors, vous n'allez pas vous installer dans les montagnes, vous installez dans les vallées. J'appelle ça l'effet de cuvette. Et les populations développent des sous-cultures. Pensez par exemple au lac Saint-Jean ou à la Gaspésie. Ce sont des régions, ça c'est une petite vallée. Mais quand vous avez une vallée, il y en a en Suisse par exemple, là c'est un pays entier qui est installé dans une vallée. Les gens s'installent dans les plaines pour produire le maximum avec le moins d'énergie possible pour survivre, pour avoir l'économie la plus productive possible. Alors, les lois de la géopolitique, c'est la loi du profit obligé. Comme vous avez toujours de la perte dans une économie, dans notre univers, l'univers est fait comme ça. L'énergie se dégrade, elle se gaspille, elle s'éparpille. C'est très difficile de la concentrer. Ça se fait, mais si vous dépensez encore plus d'énergie. Alors ça fait que vous êtes obligé, tout ce que vous faites, tout ce que les êtres humains font, sont obligés de faire des profits. C'est-à-dire, il faut qu'ils tirent plus d'énergie de ce qu'ils font que ce qu'ils ont gaspillé. Sinon, ils meurent. Même un grain d'herbe, un brin d'herbe a besoin de faire des profits. Sinon, si le brin d'herbe pousse dans le fond d'une cave noire, il va mourir parce qu'il ne fait pas de profit. Bon. Alors, c'est la loi du profit obligé. Il faut coller au pays. Il y a l'effet de cuvette que vous avez devant vous où les gens s'installent pour produire le maximum. Et évidemment, c'est basé sur la coopération et c'est basé sur la morale traditionnelle, c'est-à-dire la famille, le respect de la patrie, le respect du travail, faire des économies, ne pas faire de dettes, se méfier des nouveautés. Il y a juste l'Occident, dans les civilisations connues, qui était en faveur du changement, à tel point que les Occidentaux ont fini par croire que tout changement était un progrès, ce qui est bien sûr faux. Alors, le progrès, c'est toujours plus, toujours mieux, le plus longtemps possible. La décadence, c'est toujours moins, toujours pire, le moins longtemps possible. C'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps. La décadence, c'est toujours 1 ou 2 générations. Après, ça disparaît. Que ce soit des chats, des rois, que ce soit des peuples entiers ou une civilisation entière comme la civilisation romaine. Quand ils rentrent en décadence, ça disparaît. Tandis que le vrai progrès, c'est toujours plus, toujours mieux, le plus longtemps possible. Durer comme nos ancêtres. Moi, ma famille, votre famille, la famille de tout le monde, des arbres de tout, là, ça a 4 milliards d'années. Ça fait 4 milliards d'années que ma famille survit. Génération en génération en génération, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Fantastique quand même. Bon, alors ça, c'est basé sur des principes de base de coopération,
des valeurs éternelles. Moi, j'appelle pas ça les valeurs traditionnelles, j'appelle ça les valeurs éternelles. Je parle pas des détails. Je parle pas du catholique ou chiite. Non, non. Je parle la même morale qui est appliquée partout dans l'humanité. En passant, il y a deux morales. Il y a la morale interne au groupe. On n'a pas le droit de violer la voisine. Partout. C'est pas permis de violer la voisine. C'est pas permis de voler le voisin. C'est pas permis de détruire la propriété du voisin. Puis il y a une deuxième morale, c'est la morale externe au groupe. C'est même vrai chez les animaux, ça. À l'intérieur d'une cellule, là, vous avez toutes sortes d'organelles qui fonctionnent ensemble, qui coopèrent. Puis à l'extérieur, ben, vous essayez de garder la paix, parce que ça coûte cher à faire la guerre. Vous avez une morale qu'on voit à la guerre, par exemple, où là, tuer, c'est bien, bon, jusqu'à ce qu'on a gagné la guerre ou qu'on l'a perdu. Mais essentiellement, c'est la même morale qu'on retrouve partout. Ça soit qu'on parle français, qu'on soit musulman, bouddhiste ou n'importe quoi, c'est la même chose partout. C'est les lois naturelles qui sont basées, en passant, sur une économie qui est basée sur un environnement. Puis les environnements, ça obéit aux lois de la thermodynamique, d'où le titre de mon livre, « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Bon. Alors, il faut toujours travailler fort. Alors, le principe, ça, c'est les solutions permanentes, c'est de faire ça, c'est de coller à l'environnement, de produire de la richesse. C'est à long terme. Je vous ai donné les solutions à court terme dans la dernière vidéo. Là, je vous donne les solutions à moyen terme, pas à long terme. À long terme, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça, c'est revenir à la morale de producteur, pas de consommateur. On s'amuse, le sexe, la drogue, l'alcool, des parties, on s'en va en Cancun, c'est fini, ça, c'est fini, ça peut plus marcher. Et c'est pas un plan, ce que je dis. Le plan, ce que je viens de vous dire, c'est pas un plan. Moi, je suis pas le maître du monde. C'est ce qui va arriver de toute façon. C'est les environnements qui vont prendre le contrôle. Et on n'a pas le choix parce qu'on a perdu le contrôle. Et comme il n'est pas question de disparaître, c'est ça qui va se produire à long terme. Long terme, moi, je pense que ça va durer probablement des siècles, des millénaires, mais que ça ne sera pas égal dans toutes les familles. Il y a des gens qui, ma mère a traversé la crise de 29, elle savait que ça existait, mais son père était riche, elle savait que ça existait, mais elle n'a jamais manqué de crème glacée. Mon père, lui, il a passé par là. Il a passé au bat, comme on dit. Alors, mon père l'a vécu à plein. C'est la même chose pour les pays. C'est la même chose pour les civilisations. Je pense que ceux qui sont près des grandes poudrières du monde actuel, je pense notamment au Moyen-Orient, je pense notamment à la région de la Corée, là. Les gens se détestent, là, les Japonais, les Coréens, les Chinois, ils se détestent ces gens-là. Si ça se met à s'entretuer, ça va être assez laid. Nous, on a la chance, notamment au Québec, par exemple, d'être un pays isolé par 3 océans, protégé par la plus grande puissance du monde, les États-Unis, puis par un hiver dont personne ne veut. Alors, il y a des bonnes chances qu'on s'en tire assez bien. Il n'y a pas de quoi désespérer, mais il faut prendre les moyens pour durer, surtout pour traverser le début de crise qu'on vit. Pour le reste de nos vies, préparer ça pour nos enfants. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. C'est juste en bas, en dessous de l'image, puis de référencer cette vidéo à vos amis, si vous l'avez aimé. Alors, je vous remercie de m'avoir reçu. Je ne sais pas si M. Brochu veut ajouter quelque chose. Non, ben écoutez, M. Nantel, ça fait le tour, je crois. Je pense que c'est dit depuis longtemps. Dans votre cas, je suis vos vidéos depuis plusieurs années. Et là, de la théorie à la pratique, je pense que ce que vous nous avez parlé depuis plusieurs années est en train d'aboutir. Et on va observer ça attentivement ensemble et pour sûrement d'autres émissions pour qu'on fasse comprendre le monde qui nous entoure et la géopolitique aussi. La géopolitique là-dedans est très importante et vous avez été un de ceux qui m'avaient initié à cette discipline. Merci beaucoup. Merci. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.